Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Bret Easton Ellis la considère comme une muse. Beaucoup d'écrivains américains la considèrent comme leur auteur culte. Joan Didion est née le 5 décembre 1934 à Sacramento, en Californie. C'est l'écrivaine américaine à laquelle nous consacrons notre Chatburn Book d'aujourd'hui, L'année de la pensée magique. Un essai qui date de 2005 et qui a été traduit en français en 2007 et a obtenu dans la foulée le prix Médicis de l'essai. Voici comment commence ce magnifique ouvrage. La vie change vite, la vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. La question de l'apitoiement. La vie change dans l'instant ordinaire. Afin de me rappeler ce qui me semblait le plus frappant dans ce qui était arrivé, j'ai songé à ajouter ces mots. L'instant ordinaire. J'ai tout de suite vu qu'il serait inutile d'ajouter le mot ordinaire, parce que de toute façon je ne l'oublierai pas. Il ne quittait jamais mon esprit. C'était même le côté ordinaire de tout ce qui avait précédé l'événement qui m'empêchait de croire pour de bon qu'il avait eu lieu, de l'absorber, de le digérer, de le surmonter. Je me rends compte à présent qu'il n'y a rien d'étrange. Confronté à un désastre soudain, nous nous étonnons tous de la banalité des circonstances dans lesquelles l'impensable se produit. Le ciel bleu limpide où tombe l'avion, l'innocent trajet qui se termine dans le fossé, la voiture en flammes, les balançoires où les enfants jouent comme d'habitude au moment où la vipère surgit du lierre. Ils rentraient à la maison après le travail, heureux, belle carrière, en pleine forme, et puis plus rien, disparu, ai-je lu dans le récit d'une infirmière en psychiatrie dont le mari était mort dans un accident de la route. En 1966, j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes qui vivent à Honolulu au moment de Pearl Harbor, toutes, sans exception, pour me raconter ce 7 décembre 1941, commencèrent par dire que c'était un dimanche matin comme les autres. C'était une belle journée de septembre, comme les autres disent aujourd'hui, les New-Yorkais, à qui l'on demande de décrire le matin où le vol 11 d'American Airlines et le vol 175 United Airlines furent précipités contre les tours du World Trade Center. Même le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre s'ouvrait par cette remarque lourde de pressentiment, mais aussi de stupéfaction. Le mardi 11 septembre 2001 s'annonçait comme une belle journée, presque sans nuages, sur la côte est des États-Unis. Et puis plus rien, disparu. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort, disent les épiscopaliens devant la tombe. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais dû répéter les détails de ce qui était arrivé à tous ces proches venus à la maison les premières semaines, tous ces amis, tous ces parents qui apportaient à manger, préparaient à boire, disposaient les assiettes et dressaient la table pour tout le monde au déjeuner et au dîner, qui débarrassaient, démarraient le lave-vaisselle, encombraient notre maison vide le reste du temps, même après que je me retirais dans la chambre et que je fermais la porte. Ces moments-là, où je succombais soudain à l'épuisement, sont le souvenir le plus précis que je garde de ces premiers jours, de ces premières semaines. Je ne me rappelle pas avoir raconté les détails de l'histoire à quiconque, et pourtant j'ai dû le faire, car tout le monde paraissait les connaître. Un moment, j'ai pensé qu'ils les avaient peut-être recoupés en discutant entre eux, mais j'ai aussitôt écarté cette hypothèse. Ce qu'ils en savaient était chaque fois trop précis pour qu'ils se le soient transmis de bouche à oreille. C'était moi qui leur avais dit. J'en étais d'autant plus certaine que dans aucune des versions rapportées de cette histoire ne figuraient les détails qui m'étaient encore insoutenables. Par exemple, le sang sur le sol du salon, qui ne disparut que quand José arriva le lendemain matin et nettoya tout. José, qui faisait partie de notre foyer, qui devait se rendre à Las Vegas plus tard dans la journée, ce 31 décembre, mais ne prit jamais son avion en fin de compte. José pleura ce matin-là, en nettoyant le sang. Quand je lui avais expliqué ce qui s'était passé, il n'avait pas compris tout de suite. Sans doute n'étais-je pas la personne la mieux placée pour raconter cette histoire. Il y avait eu quelque chose dans mon récit de trop détaché, de trop elliptique, quelque chose dans ma voix l'avait empêché de saisir toute la mesure de cette situation. Mais quand José vit le sang, il comprit.
J'avais ramassé les seringues abandonnées et les fils de l'électrocardiogramme avant son arrivée ce matin-là. Mais le sang, je n'avais pas pu. En résumé, nous sommes au moment où je commence à écrire ces lignes, l'après-midi du 4 octobre 2004. Il y a 9 mois et 5 jours, vers 9 heures du soir, le 30 décembre 2003, mon mari, John Gregory Dune, fut apparemment victime, à la table de la salle à manger où nous venions de nous installer tous les deux pour dîner, chez nous à New York, d'une attaque coronarienne subite et foudroyante qui entraîna sa mort. Notre fille unique, Quintana, avait passé les 5 dernières nuits inconsciente dans une unité de soins intensifs de la Singer Division du Beth Israel Medical Center, hôpital situé à l'époque sur East End Avenue et communément appelé Beth Israel North, ou l'ancien hôpital de la faculté, où ce qui n'était au départ semblait-il qu'une grippe sévère, hivernale, nous ayant obligé à l'amener aux urgences le matin de Noël, avait dégénéré en pneumonie avec choc septique. J'essaie ici de rétablir une cohérence dans la période qui suivit. Semaine puis ces mois qui sapèrent toutes les convictions que j'avais jamais pu avoir sur la mort, sur la maladie, sur la probabilité et le hasard, sur les bonheurs et les revers du sort, sur le couple, les enfants, la mémoire, sur la douleur du deuil, sur la façon dont les gens se font et ne se font pas à l'idée que la vie a une fin, sur la précarité de la santé mentale, sur la vie même. Je suis écrivain depuis toujours. En tant que tel, même petite, bien avant qu'on commence à publier mes écrits, j'ai toujours eu le sentiment que le sens même des choses résidait dans le rythme des mots, des phrases, des paragraphes. J'ai développé une technique pour tenir à distance toutes mes pensées, toutes mes croyances, en les recouvrant d'un vernis de plus en plus impénétrable. Ma façon d'écrire, c'est ce que je suis, ou suis devenu. Cette fois-ci, cependant, j'aimerais disposer, au lieu des mots et de leur rythme, d'une salle de montage équipée d'un logiciel avide, grâce auquel, d'une simple touche, je pourrais faire voler en éclats la séquence du temps, vous montrer simultanément tous les instantanés de mémoire qui me viennent à présent, vous laisser choisir entre les prises, entre les variantes infimes de chaque expression, les diverses lectures d'une même réplique. Cette fois, j'ai besoin de plus que les mots pour trouver le sens. Cette fois, j'ai besoin que mes pensées, mes croyances soient pénétrables, ne fût-ce que pour moi-même.